Good Morning Business, le grand entretien. Et à 8h18, on est très heureux de retrouver Christiane Lambert, aujourd'hui présidente du principal syndicat agricole européen, le COPA, le Comité des organisations professionnelles agricoles de l'Union européenne. Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. La dernière fois qu'on vous avait vu avec Laure, vous aviez les larmes aux yeux parce que vous nous racontiez tous les problèmes auxquels faisaient face les agriculteurs. Et on sentait que vous étiez au bord en fait du ras-le-bol, et ce ras-le-bol il s'est manifesté, il est aujourd'hui sur les routes avec tous vos collègues. J'imagine que vous les comprenez. Est-ce que maintenant, comment on fait pour sortir de cette crise? Il y a eu beaucoup d'avancées du gouvernement, on va en parler, il y a beaucoup de revendications, une centaine. Est-ce que c'est raisonnable de vouloir satisfaire les 100 revendications jusqu'au bout? La colère couvait depuis pas mal de temps, la tristesse aussi, le désarroi d'agriculteurs qui travaillent beaucoup, soumis aux saisons, aux aléas climatiques, économiques, géopolitiques, avec toutes les conséquences de l'invasion de l'Ukraine. Et entendre à la radio, à la télé, tous les jours, des critiques en direction de l'agriculture, comme on a entendu beaucoup de la part d'un certain nombre de militants, de partis politiques, d'associations, ça contribue à casser le moral. Et donc les agriculteurs l'expriment aujourd'hui, et c'est vrai que la colère déborde. Et il faut régler les problèmes économiques, il faut régler les problèmes réglementaires, et il faut remonter le moral des agriculteurs. Alors les problèmes économiques, il y a un certain nombre de propositions qui sont là. La première des choses que veulent les agriculteurs, et ce dont ils ont besoin, c'est d'un revenu, donc il faut des prix qui soient à la hauteur de leurs coûts de production. Nous sommes en France, avec des coûts salariaux, des coûts environnementaux, des coûts sanitaires élevés. On ne peut pas vendre au prix du moins 10 ans mondial. C'est comme pour le textile, hein. Quand on achète un t-shirt à 2 €, on ne rétribue pas un salarié français. Et puis il faut aussi qu'en matière de réglementation, la France soit sérieuse. On est dans l'Europe. C'est un marché unique. Il faut des règles uniques, tout circule. C'est comme si on faisait la Coupe d'Europe de football avec des règles différentes que pour la France. Ça ne marcherait pas. La France a surtransposé, mais depuis très très longtemps. Ça fait 40 ans que je suis engagée dans le syndicalisme agricole. Je me souviens déjà de Dominique Voynet qui avait en son temps, à l'époque, rappelez-vous, pris des règles 5 fois plus strictes que ce que faisait l'Union européenne. Et donc le résultat, c'est qu'on a perdu de l'agriculture en France. On importe de plus en plus des produits venant d'ailleurs qui satisfont pas toujours les consommateurs, et les fermes françaises ont des difficultés. Donc marché unique, règle unique. L'harmonisation, c'est vraiment ce que demandent les agriculteurs sur les barrages. Et puis vis-à-vis des pays hors de l'Europe, notamment Mercosur, Amérique du Sud, qui est un débat tout à fait d'actualité, comment faire venir des produits qui ne respectent aucune règle, encore moins que certains pays européens, sur le territoire européen. Ça, c'est pas acceptable. Justement, sur les barrages, une des origines du problème, c'est l'Europe, cette Europe qu'on considère comme étouffante, normative, qui ne comprend pas, qui marche sur la tête. Elle ne fait pas que ça, cette Europe. Elle a aussi, pour les agriculteurs, un intérêt, notamment à travers la PAC. Comment on arrive à ne pas faire en sorte que tout le monde se mette à détester l'Europe et que ça ne soit pas uniquement un bouc émissaire ? Alors, il faut, vous avez raison de le dire, dissocier ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ce qui est bien, c'est que l'Europe, c'est à la fois un espace économique organisé, structuré, c'est notre premier débouché. Notre premier débouché pour nous, les agriculteurs français, c'est l'Union européenne. L'Europe, c'est aussi la politique agricole commune, c'est-à-dire une politique agricole qui a accompagné la modernisation, qui a accompagné le développement de la production parce qu'on ne voulait pas dépendre d'autres pays. L'objectif à l'époque, c'était de produire pour ne pas dépendre des USA et du Canada. Donc l'autosuffisance, la souveraineté alimentaire, comme avait dit le général de Gaulle en son temps. Et puis, les problématiques environnementales sont arrivées et on a peu à peu intégré des problématiques environnementales, mais il y a eu un grand changement important dans les années 2010-2014 où la conditionnalité des réglementations tatillonnes sont venues, et c'est s'adressant à 27 pays pour faire une règle qui convient à tout le monde, c'est très compliqué. Donc il faut des adaptations, mais il faut surtout que les réglementations ne s'empilent pas de façon importante. À Bruxelles, ce sont des directives. Une directive, chaque État membre l'applique à sa guise. On a eu en France un contexte de pression politique verte. Alors, pour aller plus loin, à l'approche des élections, on peut quand même dire que les mouvements verts ont fait pression sur les partis de droite et de gauche pour dire voilà ce qu'il nous faut. On a vu ce que ça a donné sur le nucléaire, fermer les centrales, puis là tout d'un coup rouvrir les centrales. Sauf que en agriculture, quand on a fermé les exploitations, elles ne réouvrent jamais. Et les surréglementations qu'on a sur les produits phytosanitaires, 100 produits phytosanitaires de moins disponibles en France par rapport aux autres pays, par choix français.
Ça, on fait des fruits sont produits à l'extérieur dans l'Union européenne avec des produits qui ne respectent pas, mais qui arrivent quand même sur notre territoire. Des œufs qui arrivent aujourd'hui de certains pays, les poules ne sont pas libres comme on nous l'impose chez nous, mais les œufs arrivent quand même et ils alimentent des industries de boulangerie, etc., etc. Donc il y a du bon dans l'Europe et il faut garder l'Europe, bien sûr. L'Europe, elle a aussi été faite pour la paix, pour la monnaie unique, pour le marché unique, pour Erasmus. Le plan d'investissement, c'est 1 milliard d'euros qui est venu grâce au plan d'investissement européen. C'est au global 3 milliards pour l'agriculture et l'industrie agroalimentaire. Mais par contre, sur le volet réglementation, ça ne nous va pas. Puis il y a un autre domaine, ce sont les accords commerciaux. C'est pas la France qui signe les accords commerciaux. Le président de la République a encore dit hier, je ne veux pas du Mercosur en l'état, mais d'autres pays européens veulent le Mercosur parce que l'agriculture est la monnaie d'échange. Et c'est une majorité qualifiée, et donc effectivement on peut adopter un accord commercial sans notre accord. Sans notre accord. Alors la difficulté aussi, c'est que la guerre en Ukraine a bouleversé tout, on le voit bien. La guerre en Ukraine, c'est l'explosion du prix de l'énergie, l'explosion des charges. Tous les agriculteurs sur les barrages le disent. Les entreprises qui sont consommatrices d'énergie, et l'agriculture consomme de l'énergie, les tracteurs, les bâtiments, explosent aujourd'hui en termes de coûts. Et en même temps, à l'autre bout de la chaîne, Bercy dit, inflation, attention, baisser les prix, renégocier, et les grands distributeurs se sentent chevaliers blancs du pouvoir d'achat des Français. Christiane Lambert, vous avez choisi justement maintenant de porter votre combat au sein de l'Union européenne en étant présidente de la COPA, ce principal syndicat agricole européen. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Parce que est-ce qu'il faut revoir la PAC? Est-ce qu'il faut revoir le Green Deal, ce qu'on appelle de la fourche à la fourchette? Ça va être quoi vos prochains combats en Europe? Alors la PAC, elle a été revue, elle a été verdie. Les agriculteurs font énormément d'efforts. 25% des soutiens aujourd'hui sont retirés aux agriculteurs et ne leur sont rendus que s'ils font des gros efforts environnementaux. Une conditionnalité des aides. Voilà, et c'est même un éco-régime, c'est encore plus contraignant. Deuxième chose, le Green Deal. Le Green Deal, le pacte vert, a été pensé par l'Europe en 2018-2019. Avant le Covid, avant la guerre, avant l'embrasement climatique. Avant la prise de conscience de la nécessité de la souveraineté alimentaire. Sans études d'impact, mais celles qui ont été faites au nombre de 7, une aux États-Unis, une par l'université de Wageningen, ont toutes montré que ça allait conduire à une diminution de la production. Ouais. Est-ce qu'on peut prendre des décisions... D'environ 15%. Moins 15%, moins 18% de production sur certaines productions. La Commission européenne a imposer son Green Deal. La méthode de Frans Timmermans, le vice-président en charge du Green Deal, a été « voilà ce que vous devez faire, quoi qu'il arrive ». C'est-à-dire on n'ajuste pas la voilure au contexte actuel. Ça, les agriculteurs ne le comprennent pas. Dans une activité quelle qu'elle soit, regardez sur l'énergie, Madame Pannier-Runacher a fait voter une loi pour l'accélération des énergies renouvelables. On a changé les règles. Sur l'énergie, l'Europe a changé les règles. Sur l'agriculture, ça a été de l'idéologie verte absolue. Et nous n'avons pas été écoutés. Depuis le début, le COPA, et j'étais présidente de la FNSE à l'époque, nous avons dit « attention, ça va trop vite ». Cette décision n'est pas basée sur la science, n'est pas basée sur les données climatiques, ne tient pas compte de la baisse de production. Même les pays africains nous disaient « mais pourquoi l'Europe veut baisser sa production ? Comment voulez-vous que les agriculteurs entendent « produisez moins, pour être plus vert, on importera plus ». C'est inaudible, impossible. Donc la colère, elle couve. C'est pas faute de l'avoir dit. Alors aujourd'hui, Madame Ursula von der Leyen, d'ailleurs, désavoue Monsieur Timmermans, puisqu'elle a dit le 13 septembre, je veux engager un dialogue stratégique pour l'avenir de l'agriculture. Donc elle donne 2 claques à Frans Timmermans. Elle dit aussi aux législateurs, c'est-à-dire au Parlement européen, à la Commission, ralentissez la cadence et écoutez plus les agriculteurs. À 6 mois des élections, c'est dommage quand même, mais on va engager ce dialogue et revoir les objectifs du Green Deal, ça fait partie de ce que l'on porte aujourd'hui. Tous ces investissements verts qui sont demandés aux agriculteurs, ils ne sont pas contre. Le problème, c'est le financement et le fait que ça ne leur permet pas d'augmenter leur chiffre d'affaires. La difficulté, c'est que vous le dites, il faudrait peut-être augmenter les prix. Mais politiquement, ça ne suit pas du tout. Jamais vous n'entendrez Bruno Le Maire dire augmenter les prix. On n'est pas dans cette dynamique-là. Par contre, on entend aussi les agriculteurs dire nous ne voulons pas trop de subventions, nous ne voulons pas devenir des fonctionnaires de l'agriculture. Alors comment on fait face à cette impossibilité de monter les prix et d'avoir trop de subventions? Là, on est un peu coincé. On est un peu coincé aussi parce qu'il y a des injonctions paradoxales. L'opinion publique, les Français, les associations disent on veut de la qualité, on veut du bio, on veut plus d'environnement, plus de bien-être, etc. Ils Ils votent avec leur souris dans
d'ordinateur, mais ils achètent avec leur caddie. Ouais. Mais quand ils achètent, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Moins 21% de consommation de viande bio, moins de consommation de poulet label. LDC, le leader français de la volaille, a fermé 200 bâtiments de volaille label. Les éleveurs de volaille, on leur dit aujourd'hui, vous allez produire des poulets standards, basiques, parce que c'est ce qui se vend. Et dans le même temps, on a augmenté de 127% les importations de poulets ukrainiens, qui, eux, ne respectent pas du tout les mêmes règles. Donc, il y a quand même aussi une illusion de dire qu'on peut manger mieux pour moins cher. Quand on ferme des usines de textiles parce qu'on s'habille pas cher venant d'ailleurs, ça n'a pas le même impact. L'agriculture, ce sont des grands espaces. S'il n'y a plus rien sur ces herbages, sur ces pâturages, dans ces bâtiments, dans les industries, et que demain intervient à nouveau un Covid, on dira, mon Dieu, on n'a plus rien. Mais si c'est pas le consommateur qui paye, du coup, ça doit être l'État. Écoutez, ça doit être subventions. Alors, ça doit être un peu aussi le consommateur. Je crois qu'il faut être sérieux. On ne peut pas dire on veut travailler en France, mais on achète tout ce qui vient d'ailleurs. C'est vrai pour l'industrie. On ne peut pas dire non plus on veut la belle et bonne agriculture en France, mais par contre, chaque fois que c'est moins cher, on achète ailleurs. Et moi, j'appelle les consommateurs. Alors, il y a des études de consommation qui disent que l'alimentation a reculé dans les rangs de priorité. Le logement a augmenté. Ça aussi, plus 31% sur le logement. Et les gens doivent payer. Il faut bien se loger. Plus sur les transports. Et puis la téléphonie. 5 abonnements par foyer prélevés. La seule dépense que l'on fait toutes les semaines avec sa carte bancaire, c'est l'alimentation. Ouais. Mais c'est la grosse dépense du reste à vivre, malheureusement. Oui, mais il faut de la cohérence quand même. À ce moment-là, il ne faut pas se mettre des règles plus par rapport aux autres pays. Marché unique, règle unique. Et c'est vraiment ce que nous portons. Et puis, il y a demain un grand sommet européen. Monsieur Macron rencontre la présidente de la Commission, Madame Ursula von der Leyen. J'ai écrit une lettre ouverte en tant que présidente du COPA pour justement demander que des décisions soient prises. Elles sont au nombre de 4 très attendues aujourd'hui. Ce que portent les agriculteurs sur les barrages, la possibilité de cultiver les 4% de terre en jachère, obliger les agriculteurs à ne pas produire alors qu'on importe énormément de céréales, c'est très difficile à expliquer quand même. Voilà, normalement, elle doit arriver demain. On a négocié la semaine dernière. La renégociation de l'accord commercial avec l'Ukraine, par solidarité, importation d'Ukraine sans droit de douane. Ça devait durer 3, 4, 5, 6 mois. Ça fait 2 ans que ça dure. Moralité, ça met à mal les filières volailles, céréales, sucre. Disons que cet effort de solidarité n'a pas à être porté par les agriculteurs. Alors, elle n'a pas à être portée par seulement les agriculteurs. Ouais. Donc, nous disons les volumes historiques, OK, mais les volumes supplémentaires, ils doivent aller à destination finale où ils sont attendus. C'est à l'État de Moyen-Orient, qu'on continue à... le Moyen-Orient, l'Afrique qui l'attend, sinon c'est famine. Et puis, il faut des décisions aussi sur les accords commerciaux en disant on arrête de mettre en concurrence un poids lourd contre un poids plume, parce que c'est ce qui se passe. Et puis il y a une décision très attendue par certains départements, c'est la décision sur le loup et les prédateurs. Comment imposer la présence de loups aussi nombreux? Aujourd'hui, il faut protéger l'élevage plutôt que protéger le loup. Il ne faut pas dire 0 loup, il faut dire 0 attaque, donc il faut réguler davantage. Cette liste, elle est connue. Maintenant, place aux décisions. Merci beaucoup, Christiane Lambert, présidente du premier syndicat agricole européen, le COPA.